Bonjour à tous, bienvenue dans Caps Lock, votre podcast consacré au métier du livre. Ici, on vous propose une manière différente de vous informer sur les professionnels qui font le livre aujourd'hui. Je suis Elisa Boulard et une fois par mois, je vous donne rendez-vous dans Caps Lock pour venir les écouter parler de leur métier. C'est parti. Le web fait bouger les industries culturelles. Il change la manière dont on consomme ces produits culturels. Netflix, Spotify ou Steam ont contribué à créer de nouveaux usages. Il change la manière dont on découvre aussi, dont on entend parler et dont on choisit de les écouter. Qu'est-ce qui nous décide à regarder cette série plutôt qu'une autre, ou à écouter cette playlist ou bien cet album ? Qu'est-ce qui nous décide à entamer cette trilogie de SF plutôt qu'une autre ? D'un certain point de vue, rien n'a changé. C'est la confiance qui nous convainc, la confiance en l'autre qui nous conseille de lire ce livre. Ce dont on va parler dans Caps Lock aujourd'hui, c'est de cet autre, dans le secteur du livre. Qui est-il aujourd'hui ? Qui sont-ils ? Quelle différence entre les opinions qui peuvent toutes bénéficier de la même visibilité sur le web et les algorithmes de recommandation ? Le web a fourni aux lecteurs un moyen de s'exprimer, de donner leur avis et aussi peut-être de réunir autour d'eux d'autres lecteurs qui accordent de l'importance à leur opinion. Comment le monde du livre travaille avec cette réalité, c'est notre sujet et deux invités sont là pour en discuter aujourd'hui. Alors nous avons deux hommes comme invités dans notre épisode. Aujourd'hui, ça change. On n'a eu que des femmes pour l'instant. Donc Vincent Monadé et Guillaume Tesser, bonjour. Bonjour. Alors Vincent Monadé, je vais commencer par vous. Donc vous êtes président du Centre national du livre depuis 2013. Avant, vous avez été directeur du Motif, l'Observatoire du livre et de l'écrit en Île-de-France. Donc, la recommandation entre lecteurs, les communautés autour du livre, ça date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Vous posez bien la question dans votre introduction. Les modes de recommandation ont toujours existé. Ce qui passait essentiellement par la presse est en train de se déplacer. Et encore, il faut être plus fin que ça. C'est en train de se déplacer sur un certain nombre de genres qui n'étaient probablement pas traités par la presse. La presse est moins prescriptrice qu'elle l'était. Elle demeure prescriptrice quand elle est capable de faire un tir groupé sur un titre de littérature que j'appellerais blanche, etc. Elle peut effectivement encore créer un son qui va profiter au succès du livre. On le voit là aujourd'hui avec le bouquin de Philippe Lançon. Il paraît évident qu'il y a un bruit énorme qui se fait autour de ce livre, qui va évidemment profiter au lancement du livre. Mais j'aurais tendance à dire que l'article seul, extrêmement élogieux, qui par exemple, moi, c'est un double page de Claude Askolovitch, je crois, il faudrait lui demander à Claude s'il s'en souvient, sur Dan Simmons, dans le Nouvel Obs qui m'a fait lire Simmons. Ce type de choses ne suffit plus. C'est vraiment le tir groupé qui est devenu efficace. En revanche, il y a une recommandation par les pairs qui se met en place, qui existait en bouche à oreille, mais qui aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est plus le même. C'est-à-dire que on parlait à 20 personnes, aujourd'hui, on parle au monde entier. Effectivement. Donc, cette recommandation par les pairs sur un certain nombre de genres, même si on n'a pas encore la preuve et si on n'a pas réussi à la modéliser pour en faire un outil de marketing, on suppose qu'elle fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant de creuser. Tout le monde dit que le numérique en France n'a pas pris. C'est vrai pour ce qui est de la vente de livres numériques. C'est pas du tout vrai pour ce qui est de la recommandation du livre. On a un vrai sujet sur comment on va être capable de modéliser ce qu'on sent, ce qu'on pressent advenir, de façon à en faire un vrai outil de marketing pour le livre. Mais de toute façon, il se passe quelque chose. Exactement, oui. On en parlera un petit peu plus tard. Et est-ce que, par expérience, vous savez que c'est un sujet qui revient régulièrement, les histoires de modes de recommandation qui changent, etc., dans les personnes de la chaîne du livre que vous côtoyez? Est-ce que c'est une question ? On a été dans un marché qui était assez simple, qui était un marché de l'offre, mis en scène par de la presse. Ça a fonctionné pendant des années. Internet, dont on pensait qu'il changerait le mode de consommation du livre, en fait, il n'a pas changé son mode de consommation, il a changé son mode de recommandation. Il le met cul par-dessus tête. Et donc, effectivement, on le voit d'ailleurs chez les grands éditeurs, notamment en poche. Le travail que font les collections de poche, je pense aux jeux entre Monsieur 10-18, Madame Pocket, ou à ce que fait J'ai lu, ou voilà, on sent bien qu'il y a un travail là qui est en train de se créer, qui est en train de se faire autour de la recommandation par Internet. À mon sens, on n'a pas encore compris les codes tout à fait. On reste, malgré tout, même quand on est en avance, encore dans une logique institutionnelle, qui est sans doute dans notre tête. C'est-à-dire que dans notre tête, il faut qu'on casse les codes. J'aurais tendance à dire faites confiance à des gamins de 18 ans, quoi. Faites confiance à des gens qui ont parfaitement les codes, qui sont nés dedans, qui les maîtrisent. Parce que, en fait, avec les booktubers et d'autres phénomènes type Insta ou des choses comme ça, Instagram, pardon, on s'aperçoit que la recommandation, elle se décale à une recommandation par les pairs. Les pairs pouvant être au maximum des gens un peu plus âgés que les lecteurs,
sans parent de chaîne Booktube, mais n'étant plus du tout une recommandation par le haut, qu'elle soit universitaire ou qu'elle soit presse. Et donc, c'est ce système-là qui est passionnant d'abord à analyser et ensuite à comprendre. Guillaume Tesser, à vous. Donc, vous êtes cofondateur de Babelio. Donc, c'est à la fois un site web sur la littérature et un réseau social autour du livre que vous avez créé avec vos 2 associés en 2007, si je ne me trompe pas. Donc, vous êtes au cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors là, ça va être une question un peu à tous les deux. Aux assises du livre numérique l'année dernière, le thème de l'intelligence artificielle était très présent. Enfin, c'était le thème des assises du numérique. Donc, on a vu beaucoup de démonstrations et de prototypes qui faisaient entrer en jeu des formes d'intelligence artificielle. Alors, on dit intelligence artificielle, mais c'est un bien grand mot, puisqu'il s'agit de nourrir un algorithme avec des données pour qu'il ressorte d'autres données de recommandations. Qu'est-ce que cet intérêt soudain pour l'intelligence artificielle traduit du monde du livre aujourd'hui, selon vous ? Alors, il y a aussi un effet de mode global sur l'intelligence artificielle qui fait que l'industrie du livre, comme l'industrie automobile, comme l'industrie alimentaire, probablement s'y intéresse. Rien ne garantit qu'il y aura des applications réelles et solides dans les années à venir. Pour refaire juste l'histoire de Babelio une seconde, nous, quand on s'est lancé, au tout début, on avait une vision justement très intelligence artificielle. Alors, c'était un projet amateur, mais on se disait, voilà, Babelio, ça va être un outil pour recueillir des vraies données de lecture sur les lecteurs, puisqu'on aura la composition exacte de leur bibliothèque et pas uniquement des paniers d'achat que peuvent avoir des sites marchands. Et sur cette base-là, on va être capable de produire la meilleure recommandation algorithmique possible, puisqu'on saura précisément ce que les gens ont lu, ce qu'ils ont aimé, comment ils les ont critiqués, etc. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus sur les premières années de Babelio. On a fait du crédit impôt recherche sur ces sujets-là, etc. On est arrivé à une recommandation de qualité satisfaisante, notamment sur des genres plus difficiles, notamment la fiction et la littérature blanche, où c'est plus compliqué de faire des recommandations là-dessus que de faire de la recommandation. Si vous avez aimé un livre de jardinage, on vous en recommande un autre, c'est plus simple. Et dans les faits, on s'est aperçu que c'était pas vraiment ce que les lecteurs venaient chercher chez nous, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une prime incroyable à dire j'ai aimé ça, du coup, Babelio me recommande automatiquement ça, ça et ça. Ce qui venait chercher avant tout, c'était plutôt de la recommandation très humaine, en fait, des conseils de lecteurs, plus que de l'algorithmique, qu'ils trouvaient déjà ailleurs sous d'autres modalités sur des sites marchands. Et donc, nous, en tout cas, de notre point de vue, on est parti sur un modèle justement très data, à une époque où c'était peut-être moins un sujet d'ailleurs. Et on en est un peu revenu. Évidemment, on continue beaucoup à travailler. Et puis, on a quand même des technologies. On s'appuie, on fait du repérage de noms d'auteurs dans des textes, dans des critiques presse. On utilise les critiques pour extraire des mots-clés thématiques. Donc, malgré tout, il y a quand même pas mal de technologies. Oui. Mais en définitive, ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est avant tout l'avis d'un autre lecteur. D'accord. Et est-ce qu'on ne peut pas voir aussi dans cette recherche de l'intelligence artificielle un moyen pour les éditeurs de rattraper du retard sur la connaissance de leurs clients par rapport à d'autres industries culturelles comme le jeu vidéo ou la musique où on connaît plutôt bien la clientèle? Alors, non, c'est pas vrai en musique, c'est plus vrai en jeu vidéo parce qu'ils sont consubstantiellement nés finalement avec l'Internet, enfin un peu avant, mais globalement, ils ont anticipé un mouvement qui allait être le leur. Surtout, ce qu'il y a d'intéressant dans l'intelligence artificielle, il y a 2 choses différentes et je pense que ça rejoint complètement ce que vient de dire Guillaume, c'est-à-dire que vous avez la connaissance de votre public. La connaissance marketing de votre public, elle peut passer par l'algorithme. La recommandation à votre public, à mon sens, à ce stade, dans tous les cas de développement de ce qu'on appelle les intelligences artificielles, elle ne passe pas par là, elle reste humaine. Donc oui, pour connaître son secteur, son segment, son marché, sa communauté, ses modes d'achat, comment elle achète, où elle achète, tout ça c'est passionnant. Mais pour lui recommander des livres, c'est pas, ça ne fonctionne pas en littérature de façon. Mais comme en musique, c'est pour ça aussi qu'il y a un blocage. C'est pas parce que vous aimez Dépêche Mode que vous allez aimer Cure. De la même façon, c'est pas parce que vous aimez Robin Hood que vous allez aimer George R.R. Martin. Et si donc l'intelligence, elle n'est pas capable de vous faire autre chose que de vous segmenter, elle ne fonctionne pas là où la recommandation humaine, elle fonctionne. Oui, parce qu'elle va vous apporter quelque chose en plus, un point de vue subjectif. Ce qui est, pour l'instant, incapable de faire une intelligence artificielle. C'est la subjectivité qui change tout dans la recommandation humaine. À mon sens. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que autant la partie algorithme intelligence artificielle, ça peut être intéressant pour les éditeurs pour prendre connaissance de leurs clients, mais c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à recommander. Oui, comme je l'ai dit, on est dans un marché de l'offre, on passe progressivement, ça reste progressif dans un marché de la demande. Dans un marché de la demande, il faut connaître son public. Et les éditeurs, effectivement, n'avaient pas besoin de cette connaissance de leur public, ils avaient besoin de la connaissance des réseaux médians
intermédiaires, des recommandeurs, donc de la presse, qu'ils connaissaient par cœur. Moi, j'ai rarement vu meilleurs attachés de presse que les attachés de presse de l'édition. C'est des machines. Vraiment, le travail que font les attachés de presse dans l'édition, c'est remarquable. En revanche, il n'y avait pas de connaissance des publics, du consommateur final. Et c'est à ça que maintenant s'attellent les éditeurs. Parce que vous pensez que historiquement, c'était une partie qui était plus confiée au libraire, en fait, le fait de connaître bien son client et de connaître ce dont il a besoin. Oui, mais le libraire, il est fermé sur son secteur, sur sa zone de chalandise. Il connaît parfaitement son client à lui. Il fait une offre à son client à lui. Mais c'est sa zone de chalandise. Il n'a pas de vision globale, et il ne peut pas en avoir, parce que ce n'est pas son rôle, de vision globale du marché. Or, l'algorithme permettra probablement d'avoir une vision globale, notamment sur les genres, ça me paraît évident, de comment consomment les gens. Guillaume, au début de Babelio, l'un de vos premiers mouvements fut de rentrer en contact avec des blogueurs et des blogueuses pour qu'ils alimentent votre plateforme avec des critiques construites et de qualité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu aujourd'hui des membres les plus actifs de Babelio? Qui sont-ils? Est-ce qu'il y a toujours des blogueurs ou est-ce que les blogueurs sont partis? Ou est-ce que, qui sont les membres les plus actifs de la plateforme aujourd'hui? Alors, les blogueurs sont toujours là. C'est vrai que nous, quand on s'est construit au tout début, en 2007, on a lancé une plateforme, mais on n'avait pas de lecteurs, par nous et nos proches. Et donc, les premières portes auxquelles on est allé taper, qui étaient les plus évidentes, c'était celles des blogueurs littéraires, qui étaient des grands lecteurs, qui avaient pour habitude de publier des critiques en ligne, et donc qui pouvaient être sensibles à notre démarche. Et donc, effectivement, les premiers membres qu'on a eus étaient des blogueurs. La communauté s'est construite là-dessus. Ça a du coup créé, en plus, on a de la chance, puisque du coup, ça a créé un peu un standard sur la nature des critiques, à savoir des critiques plutôt longues, plutôt argumentées, et pas de l'avis consommateur, comme on peut l'avoir peut-être plus sur des libraires en ligne, des choses plus lapidaires en disant c'est bien, c'est pas bien, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Là, on est vraiment sur des gens qui prennent le temps de dire pourquoi ils ont aimé ou pas un livre. Mais donc aujourd'hui, la communauté a beaucoup grandi, puisqu'on approche des 600 000 inscrits. Sur lesquels on a 2000 blogueurs. Donc, 2000 blogueurs, c'est beaucoup. En même temps, ramener à 600 000, c'est pas tant que ça. Mais parmi les membres les plus actifs, il reste évidemment des blogueurs. De manière générale, la critique sur Internet, souvent, elle est multipubliée. C'est-à-dire que les gens, ils ont un espace personnel où ils vont parler de livres et peut-être d'autres choses aussi. Ils vont publier sur Babelio, sur d'autres sites comme Babelio, sur des sites marchands, etc. Il n'y a évidemment, de notre part, aucune demande d'exclusivité aux lecteurs. Et donc, on est vraiment dans une démarche, notamment pour les blogueurs. Babelio est aussi un outil de visibilité pour renvoyer vers leurs propres espaces. Et donc, en fait, la particularité de Babelio, c'est le fait que la recommandation, il n'y a pas d'intérêt commercial en fait dans la recommandation. C'est le fait que ce soit vraiment discuté de lecteur à lecteur. Je vous recommande ça et je ne suis pas commissionnée pour ce livre-là, juste je vous le dis. Alors effectivement, nous on n'est pas. Le modèle économique repose sur plutôt la partie marketing qu'on peut faire avec les éditeurs, sur des campagnes de publicité, sur des emailing, ce genre de choses, où effectivement on utilise du coup du ciblage, où on va chercher plutôt les fans de polar ou de romance ou de science-fiction. Mais sur la vente de livres, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais des algorithmes de recommandation. Par exemple, un site marchand, il ne va pas vous recommander un livre qu'il n'a pas en stock. Parce que mécaniquement, tout ce qui n'est pas en stock, il va sortir alors même que c'est peut-être le plus pertinent pour lui. Chez Babelio, on recommande aussi bien des titres épuisés que... on n'est pas un site d'actualité. Donc, moi, dans les critiques qui paraissent chaque jour, j'ai aussi bien des critiques de Madame Bovary que d'un obscur bouquin de poésie de 2004 ou de la dernière nouveauté polar de chez Lattès. Dans les faits, les gens lisent de fait des choses récentes, mais ils lisent aussi beaucoup de fonds et beaucoup de classiques. Et effectivement, on n'a pas un intérêt particulier à pousser tel ou tel livre. De toute façon, nous, les choses sont faites de manière assez naturelle, puisque c'est la voix de la communauté. Donc, si la communauté s'entiche d'un livre... parce qu'il y a une adaptation cinéma d'un titre, et du coup, ça ramène tout le monde à lire ce vieux livre des années 60, c'est celui-là qui va ressortir dans les plus populaires. D'accord. Donc, Guillaume, les éditeurs qui travaillent avec Babelio, qu'est-ce qu'ils apprennent de leur lectorat grâce à Babelio et comment est-ce qu'ils peuvent en tirer parti dans leur business à eux? Ils apprennent, c'est une bonne question, parce qu'en fait, ils pourraient apprendre beaucoup de choses, mais ils ne sont pas forcément très demandeurs. On parlait effectivement des problématiques de data. Nous, on a énormément d'informations sur nos lecteurs. Alors évidemment, de toute façon, on a un contrat avec le lecteur qui fait qu'on ne vend pas les contacts des lecteurs, des éditeurs. On ne vend pas des bases d'adresses mail ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont... Oui, mais de manière anonymisée. Mais de manière anonymisée, aujourd'hui, nous, on est une base statistique, on a beaucoup d'informations sur les pratiques de lecture, on est capable de dire les gens qui aiment Rominob, pour certains aiment Martine, mais pour d'autres pas du tout, parce que c'est plutôt des femmes, plutôt en province, qui sont aussi fans de romance, mais pas du Petit Prince.
je caricature, mais on a énormément d'infos. Et aujourd'hui, les éditeurs sont pas encore demandeurs de ça. Pourquoi, à votre avis? Je pense parce qu'effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que la culture de la relation avec le lecteur ou le client est quelque chose d'assez neuf pour eux. Et on parlait d'intelligence artificielle, mais ça me paraît presque mettre un peu la charrue avant les bœufs, dans le sens où il y a des démarches de CRM plus classiques, de connaissance des lecteurs, simplement d'avoir pour un éditeur un fichier de lecteurs en disant voilà, ceux qui aiment plutôt le polar, ceux qui aiment plutôt tel genre dans mon catalogue. C'est des choses qui aujourd'hui commencent à se mettre en place, mais qui par rapport à beaucoup d'autres industries sont extrêmement tardive parce que pendant très longtemps, le client final pour l'éditeur, c'était soit le journaliste, soit le libraire, et puis après, charge à eux de se débrouiller avec les publics de lecteurs, quoi. Effectivement, on en parlait dans l'épisode 2 d'ailleurs avec les deux personnes qui sont venues parler de diffusion, et elles nous expliquaient qu'elles mettaient en place des CRM et du marketing, etc. Enfin voilà, des process qui sont assez classiques finalement dans une industrie, mais qui sont parfois un peu des gros mots en fait dans l'industrie. Il y a ça aussi, le côté que c'est quelque chose d'un peu sale. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive de proposer à des éditeurs de faire des études de marché en disant, on va, par exemple, nous, on peut tester des couvertures, des projets de couverture de livres. On dit, voilà, on va l'envoyer à 1000 fans de romance parce que l'éditeur n'arrive pas à se décider entre deux versions d'une couverture, et puis on fait voter les gens. Et ça arrive qu'on me réponde, nous, on ne vend pas de la lessive, ça reste une industrie de prototype, ça reste une industrie artistique, et ces pratiques-là sont parfois jugées un peu de haut en disant, voilà, on ne fait pas de marketing parce qu'on n'est pas Carrefour, on n'est pas L'Oréal. Ouais, et Vincent, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire du marketing dans justement une industrie de prototype, comme dit Guillaume? Je pense que c'est une bonne manière de définir l'édition. Est-ce que c'est possible de faire un travail marketing pour... Oui, je crois que c'est en train de bouger dans l'édition. Je pense qu'effectivement, on voit apparaître les community managers, on voit apparaître les sites Facebook, on voit apparaître les Instagram même maintenant. Je pense pas qu'on soit l'industrie la plus en pointe. De toute façon, nous sommes une industrie, donc de toute façon, comme dans toute industrie, l'art surgit par hasard. Ça n'est pas l'industrie qui dessine de l'art, c'est autre chose, c'est ailleurs, c'est à un autre moment que ça se passe. C'est dans la création pour l'essentiel et dans le jugement que l'histoire portera sur les livres qu'on publie. C'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour la musique. Qui fait la différence entre Duran Duran et Tommy Daewoo? C'est le temps qui fait la différence, c'est le temps qui trie. Nous, on est exactement pareil. En revanche, on s'aperçoit que les éditeurs, dont on a beaucoup dit à tort qu'ils ne prenaient pas le virage du numérique, ont parfaitement pris ce virage, un peu tardivement peut-être, mais ils l'ont parfaitement pris, et qu'ils sont en train de récupérer leur retard. Encore une fois, on voit de plus en plus d'outils de connaissance des lecteurs qui étaient inenvisageables il y a seulement 4-5 ans, qui apparaissent, qui sont présents sur les sites, qui sont présents sur les réseaux. Moi, j'étais assez frappé il y a 2-3 ans par l'apparition des jeux concours et des quiz et tout ça. Ça, c'était totalement inenvisageable avant. Aujourd'hui, c'est parfaitement monnaie courante, à peu près partout. C'est vrai que les éditeurs dits de genre, ou comme j'ai lu, spécialisés dans la romance, ont pris le virage avant les autres, parce que peut-être ils n'avaient pas cette vision de leur monde de travail comme sacralisé par l'onction de la littérature, qui est quand même quelque chose de très français, qui n'existe nulle part ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Globalement, et c'est vrai qu'il y a des sites qui restent un peu trop institutionnels, mais tout ça est en train d'évoluer de façon forte, on le sent bien, avec des reprises, avec des présences sur les réseaux sociaux, avec des invitations aux lecteurs à venir dans les maisons d'édition, à rencontrer les auteurs, parce que tout ça est mêlé avec du vivant. Bien sûr, oui. Il y a tout un phénomène qui est assez nouveau, qui est ce que j'appelle moi improprement la surdiffusion, c'est-à-dire au-delà du diffuseur, en tant qu'éditeur, vous faites vos propres relations libraires qui vont aller au-delà du travail de votre diffuseur pour mettre en avant vos auteurs, les tournées d'auteurs, les rencontres avec les libraires pour les rentrées littéraires, dans des lieux en province qui sont délocalisés pour permettre à vos libraires de province de venir, ou alors accueillis sur Paris dans des lieux comme la Maison de l'Amérique latine, etc. Tout ça sont des choses que les éditeurs ne faisaient pas avant. Et vous pensez confiaient leurs livres à leurs diffuseurs. Aujourd'hui, ils le font parce qu'ils ont bien senti que, voilà, plus ils seront en proximité de leurs lecteurs, plus ils ont une chance de vendre leurs livres dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel. Et vous pensez que ce serait une nouvelle mission pour le diffuseur d'embrasser ça, justement, plutôt que... Je ne sais pas si c'est le rôle du diffuseur. Non, le diffuseur, il a vraiment un rôle essentiel dans la chaîne qui est de présenter les livres, de récupérer les commandes, de faire la mise en place. Et là, on est au-delà de la mise en place. Donc, il faudrait changer complètement sa logique, finalement, parce qu'on est au-delà, on est parmi une mise en place, pousser en avant tel ou tel titre. Ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est pas parce que vous faites une tournée libraire magnifique avec un auteur merveilleux que vous allez réussir à en faire un succès. Mais vous entretenez un bruit, et ce bruit autour de l'auteur peut, au 3e, 4e roman,
Je pense à des gens comme Serge Joncourt, qui sont quand même des gens qui sont sur la route 362 jours par an, les années où ils sont en promotion. Il y a quelque chose qui se crée de l'ordre de la rencontre avec les lecteurs, et un jour, ça paye. Bien sûr que ça paye, puisque la communauté, vous la créez vous-même. C'est l'auteur. On voit l'utilisation des réseaux sociaux chez Tatiana Dronet, par exemple. C'est fascinant, la façon dont Tatiana Dronet alimente les réseaux sociaux autour de sa communauté de lecteurs. Donc, il y a des gens qui font vraiment ce travail-là, que ce soit des auteurs, des éditeurs, et je pense que c'est quelque chose qui est en train complètement de se développer, qui était inenvisageable il y a 10-15 ans et qui aujourd'hui prend de plus en plus de place. Au CNL, on a d'ailleurs mis en place depuis 2 ans une aide à cette surdiffusion et elle est intégralement consommée. D'accord. Voilà. Alors que d'habitude, nos aides, quand on les lance, elles mettent 2-3 ans avant de trouver leur rythme de croisière. Là, la première année, elle a été siphonnée. Ça veut dire qu'on s'est bien mis à un endroit où il y avait un besoin. Il y avait un besoin, effectivement. Et ce sont plutôt, du coup, des éditeurs de niche ou des éditeurs de littérature? On a tout. Littérature, niche, livres d'art, voilà, on a de tout. Parce que, en fait, l'enjeu est le même pour tout le monde. Il y a 60 000 nouveautés, 60 à 70 000 nouveautés par an dans ce pays. Comment je fais émerger mes titres parmi 60 000 titres? Il se trouve que l'édition, c'est un peu comme l'espace dans Alien. Hein, personne ne vous entend crier. Hein, donc, il faut tout mettre en place pour que votre livre soit vu. Et s'il n'est pas visible par une campagne de presse énorme, il faut qu'il soit visible par ailleurs. Et c'est un travail long, de longue haleine. Et imposer un auteur aujourd'hui, je pense que c'est un travail long et de longue haleine, oui. Donc, on va faire une petite pause remerciements et après, on parlera un peu plus de l'autre bout de la chaîne du livre, de la commercialisation. Avant de continuer notre épisode, je voudrais adresser 2 remerciements à ceux qui ont rendu ce podcast possible. D'abord, 7Switch, la librairie numérique indépendante qui produit Caps Lock. C'est aussi là que je travaille. Sur 7Switch, on propose des livres numériques compatibles avec tous les écrans, même le Kindle, et on propose également un système d'affiliation qui vous permet de devenir vous-même vendeur de livres numériques auprès de vos amis ou de vos fans et de toucher ainsi une commission sur chaque vente. L'adresse, c'est 7switch.com. Ensuite, je voudrais vous parler de Hardigan, un label de livres audio qui est produit ici à l'endroit où on enregistre ce podcast. Ce sont des professionnels du livre audio et ils mettent à notre disposition leur beau studio et leur expertise. Ils savent très bien raconter des histoires, alors si vous avez envie d'écouter un livre audio en voiture, dans le métro ou dans votre salon pendant que vous tricotez, allez faire un tour sur hardigan.fr. Le premier livre audio est gratuit. Alors on en a parlé en intro et au début de l'évolution de la recommandation et de comment les éditeurs essaient de s'adapter à cette évolution. Alors Vincent, il se trouve que pendant les années 90, vous étiez aussi libraire. Vous avez été libraire, donc c'est à l'ancien... Pardon ? 10 ans. 10 ans. Donc c'est à l'ancien libraire que je m'adresse ici. Donc, comme on l'a dit, on sent que l'édition cherche de plus en plus à se rapprocher des lecteurs. Est-ce que les libraires doivent voir ça d'un bon œil ? Évidemment, mais de toute façon, les libraires... Vous savez, j'ai fait une étude quand je dirigeais le Motif qui confirmait l'hypothèse de Lindon sur la création du son. Aujourd'hui, la création du son autour d'un livre, elle se fait essentiellement en librairie. C'est-à-dire que pour vendre 15 000 exemplaires d'un auteur inconnu, ça va passer par la librairie. Après, là, je parle de gens édités, je ne parle pas d'auto-édition, c'est autre chose. Après, pour que le succès aille plus loin, il faut que d'autres réseaux s'en emparent. Oui. La grande surface culturelle, la grande surface alimentaire. Mais un libraire est encore une machine à créer le son. Et donc, évidemment que pour lui, il y a tout un intérêt à ce que l'éditeur vienne lui présenter des livres en particulier, plutôt que de devoir gérer, comme je l'ai dit, 60 000 nouveautés par an, ce qui est une jungle, en fait, dans laquelle il doit aller trouver ses petits. Donc, je crois qu'ils y ont intérêt, oui, bien sûr. Et en même temps, ils gardent une attitude totale de choix. Il n'y a pas une seule librairie en France, à part celle de Chênes, qui soit identique en librairie indépendante à celle du voisin. Quand je parle du voisin qui est à 800 ou 900 mètres. Parce que les choix de titres mis en avant ne sont pas les mêmes, puisqu'ils reposent essentiellement sur le goût de l'équipe. Et ça reste, ça demeure. Ce qui a profondément évolué en librairie, et ce qui va encore plus évoluer, c'est à la fois la beauté des magasins et la qualité du service qui est rendu. Quand vous aviez des grands lecteurs, autrefois, vous les faisiez cheminer quand c'était vos clients dans la librairie, vous leur disiez « ça c'est excellent », un petit pitch. Le client prenait, et il en prenait 2, 3, 4, 5, 6, puis il partait à la caisse. Le même grand client aujourd'hui, il va vous écouter, il va dire « je le prends », et ça va être à vous de le prendre et de le porter à la caisse. Voilà le type d'évolution extrêmement subtile qu'on peut constater. C'est-à-dire que le client, il attend d'être traité, comme il fait l'effort de venir chez vous plutôt que de rester derrière son ordinateur pour commander et recevoir à la maison. Quand il vient chez vous, il attend d'être traité en VIP. Soit vous êtes capable de le faire
Et à mon avis, la librairie n'a pas grand-chose à redouter d'un outil de type GAFA, parce que la qualité de service est infiniment supérieure. Soit vous n'êtes pas capable de le faire, et alors il faut vous poser la question, quel service vous apportez en plus par rapport à cet outil-là? Aucun. Donc, il n'y a pas de raison. Je veux dire, le paquet cadeau, ça ne suffit pas. C'est la qualité de la recommandation et la qualité de l'accueil, la qualité de l'accompagnement du client. Il y a eu une étude fascinante du SLF, mais qui n'a pas été rendue syndicat de la librairie française, qui a été rendue publique, mais qui n'a pas fait beaucoup de bruit, malheureusement, qui portait sur les lecteurs en librairie, uniquement. D'accord. Et qui montrait que le grand lecteur en librairie, celui qui est votre client fidèle, carte de fidélité, tamponné toutes les semaines, avec des gros paniers, en fait, c'est le plus nomade de tous. D'accord. C'est-à-dire qu'il est aussi sur Amazon, il va aussi, je l'ai cité, il va aussi à la FNAC, il va aussi dans les espaces culturels. Quand il est chez Carrefour, s'il y a un bouquin qui l'intéresse, il le prend là. D'accord. Donc la question, elle est comment vous le fidélisez encore plus. Elle n'est pas de se dire je vais aller attraper des non-lecteurs, parce que alors ça, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus difficile et ça demande des politiques d'accompagnement national. Elle est comment je vais faire de mes moyens lecteurs, de mes petits lecteurs et de mes gros lecteurs, des gens qui achètent encore plus chez moi qu'ailleurs. Et donc vous pensez que les libraires doivent du coup considérer le web comme un territoire à conquérir aussi, puisque leur client est aussi sur le web? Je pense que le coup de génie de Marshall McLuhan sur, comment s'appelait le bouquin, Le Village Global. Le Village Global reste encore très vrai. C'est-à-dire que un libraire, c'est sa zone de chalandise. Point. Il faut, d'ailleurs, je pense que c'est complètement tombé dans leur tête. Il faut arrêter de penser qu'ils peuvent aller concurrencer une GAFA. C'est pas possible. Le combat est réglé depuis longtemps. En revanche, sur leur territoire, ils sont bien meilleurs qu'une GAFA. Et donc, sur leur territoire, il faut impérativement qu'ils aient tous les outils pour leurs clients, y compris un site internet attractif, bien sûr, y compris un site qui permet de faire de la vente de livres, bien entendu. Mais ça ne sera pas pour aller les concurrencer, ces GAFA, directement dans le monde entier. Ça sera pour conserver sur sa zone de chalandise ses clients chez lui plutôt que chez d'autres. Oui, effectivement, oui, parce que on a rencontré dans le premier épisode de Caps Lock donc 2 éditrices d'Homo Romance qui étaient suivies de très près sur les réseaux sociaux par une communauté de fans. Donc on parle de niche ici, mais une niche qui représente un chiffre d'affaires non négligeable et presque garanti, puisqu'on est vraiment sur un marché captif et publie des sagas de parfois jusqu'à 20 tomes, et les personnes achètent absolument tous les tomes. Donc la question c'est, et si ces clientes, qui sont des lectrices numériques, achètent en numérique, la plupart du temps chez Amazon ou chez Kobo éventuellement, vivent sur le territoire d'un libraire de proximité, est-ce que c'est une clientèle à reconquérir, ou est-ce que c'est une clientèle qui est perdue pour la librairie de proximité? Ça, c'est un vrai enjeu pour les libraires. Alors, je ne vais pas parler de mon romance parce que je ne connais pas le sujet. Je vais parler d'un sujet que je connais, qui est la fantaisie et la SF. Si vous voulez être capable de vendre de la fantaisie et de la SF, il faut l'aimer. En tous les cas, il faut qu'il y ait quelqu'un chez vous qui l'aime. Il ne faut pas mettre ça dans un coin de rayon au bout où ça prend la poussière et où personne les lit en disant « ça se vend tout seul, ça ne nous intéresse pas, c'est pas de la littérature ». De toute façon, si vous prétendez aujourd'hui être libraire en étant un grand intellectuel, changez de métier et devenez un grand intellectuel. Oui. Un libraire, c'est aussi quelqu'un qui défend des genres dans lesquels il y a des chefs-d'œuvre, à mon sens, évidemment, qui donc a des gens dans sa librairie qui les connaissent, qui les vendent, qui les aiment et qui les promeuvent. Je vais prendre l'exemple du manga. Il y a je ne sais pas combien d'exemplaires aujourd'hui de Naruto. Pour vendre du Naruto, il faut les connaître. Il ne faut pas juste les piler et se dire ça va se vendre tout seul. Il faut les connaître. Et puis, à partir de Naruto, si vous avez un libraire manga, il va passer de Naruto à Ghost in the Shell. Je cite des trucs qui sont vieux parce que ma lecture du manga est vieille, je suis désolé. À One Piece, aux Roses de Versailles, voilà. C'est lui qui va faire le chemin du lecteur parce qu'il connaît les titres. Et c'est pareil en SF ou en fantasy. Je veux dire, évidemment, si vous avez que le Seigneur des Anneaux, il y a des gens qui vont venir pour vous en acheter. Mais pour amener quelqu'un du Seigneur des Anneaux à Gmail, il faut déjà faire le travail. Pour avoir fait le travail, il faut avoir lu Gmail. Et je parle de Gmail, mais alors après, si on tombe sur Scott Lamora, sur tout ça, sur Locke Lamora, Scott Lynch, ou d'autres titres, alors là, il faut aller encore plus loin dans la connaissance. Donc, il faut des gens, tous les éditeurs de niche vous le disent, notre problème en librairie, c'est qu'on ne trouve pas toujours des libraires qui lisent nos livres. Voilà. Et il faut des gens qui lisent et qui aiment ces livres pour pouvoir les récupérer par rapport à l'Internet. Et là, bien sûr que vous pouvez. Bien sûr, parce que les échanges humains, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Et que si les gens ont repéré que tel libraire connaît très très bien, moi j'avais un libraire de SF, je vais faire un peu de pub, je ne sais pas s'il y est toujours, à la FNAC Montparnasse, qui était absolument extraordinaire. Si les gens savent qu'il y a quelqu'un là, ils vont venir. Et ils vont venir pour lui.
Et à partir de là, vous pouvez créer votre communauté. Effectivement, donc ça peut être un service auquel peuvent penser les libraires, c'est finalement de développer une compétence dans une ou plusieurs niches et soit d'apprendre soi-même la niche, soit d'embaucher... La question d'apprendre soi-même, c'est la question fondamentale. C'est que... Bon, là, je ne vous parle pas de Mola ou du Divan ou de Ombre Blanche, qui ont beaucoup de libraires. Si on prend une petite librairie où il y a 2 personnes, il faut que ce qui est vendu dans cette librairie soit les goûts du libraire, ou s'il veut s'orienter vers autre chose, il faut que lui-même se soit mis à autre chose. Il faut qu'il ait accepté de lire. Je prends un exemple, La vie devant soi à Nantes. Bon, voilà, il y a une libraire qui est très littérature, l'autre libraire qui est très bande dessinée. Ils vendent très bien la littérature et très bien la bande dessinée, parce que les 2 sont des gros lecteurs à la fois de littérature et de bande dessinée. Donc, ils sont que 2. Si jamais ils veulent créer un nouveau genre, il va falloir que quelqu'un se mette au nouveau genre. Voilà, donc ça peut être eux, ou ça peut être, quand ils peuvent, parce que c'est pas évident, un recrutement. Donc en parlant de niche, alors j'ai trouvé sur Babelio une liste consacrée aux romans qui ont un rapport avec le tricot. Donc voilà, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'exemples dans ce genre-là et que vous êtes capable de bien cibler ce genre de niche. Mais est-ce que, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, comment vous faites pour cibler aussi quels sont les bons lecteurs à qui promouvoir de la littérature blanche et quels éléments peuvent vous donner les éditeurs pour réussir à cerner finalement quels sont ces romans et à qui ils s'adressent, enfin, comment vous fonctionnez pour la littérature blanche? Sur la littérature blanche, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a la composition. Le principe de Babelio, c'est qu'on s'inscrit et on catalogue les livres qu'on a lus. Donc, en gros, on a une fenêtre sur le salon de chaque lecteur et on peut voir ce qu'il y a dans sa bibliothèque, ce qui est une force incroyable pour leur recommander des choses derrière. Donc, on s'appuie évidemment là-dessus. Et puis, on s'appuie, nous aussi, beaucoup sur les mots-clés qui sont ajoutés sur les livres. En fait, chaque lecteur de Babelio peut trier sa bibliothèque sur Babelio comme il le ferait chez lui, en disant, voilà, ça c'est mon étagère manga, ça c'est mon étagère science-fiction, etc. Et donc, il le fait en ajoutant des mots-clés sur des livres, sauf qu'il va beaucoup plus loin, puisqu'il a aussi une étagère, des livres sur les problèmes de couple, ou sur la guerre de Corée, ou sur la Coupe du monde de rugby. Enfin, il y a une profondeur dans la taxonomie qui est très importante. Et donc, nous, on s'appuie sur ces données pour, après, quand un éditeur nous dit, voilà, je sors un polar suédois avec un tueur en série qui ressemble un peu à tel auteur. Un autre. En plus, c'est vrai que c'est pas les plus difficiles à cibler. Mais du coup, on va s'appuyer effectivement sur la composition des bibliothèques et sur les mots-clés thématiques pour dire, voilà, ça nous est arrivé de travailler sur un éditeur qui sort une bande dessinée sur Napoléon, par exemple, et d'aller chercher des lecteurs qui sont à la fois des grands lecteurs de bande dessinée, mais aussi de l'épopée napoléonienne. On est capable de croiser ces 2 cibles-là pour trouver des gens qui vont discuter du dessin du bouton de bottine à la page 10 parce qu'ils sont spécialement fans de la Grande Armée, quoi. Vous avez quelques exemples de vraiment de niches qui sont actives sur Babelio, sur des thématiques un peu... Alors moi, j'en découvre honnêtement tous les jours. Pour moi, l'exemple le plus frappant, c'est dans le manga, justement, où, pour le coup, le manga, c'est quelque chose qui est très, très organisé au Japon. Et il y a des niches et des sous-niches. Et il y a du manga sportif homosexuel pour les jeunes filles, etc., mais un peu horrifique. Et ça porte un nom en japonais. Et donc, moi, tous les jours, nous, on a toujours des nouvelles thématiques qui arrivent classées par les lecteurs. Et le manga, c'est un puits sans fond, quoi. J'ai l'impression de découvrir une nouvelle. Et à l'inverse, il y a des thématiques, par exemple, qui sont du côté des éditeurs. Ils estiment que le feel-good book ou la new romance, c'est des thématiques qui sont très claires pour les lecteurs. Et quand on regarde, nous, l'usage de ces mots-clés dans les bibliothèques des gens, en fait, le feel-good book, tout le monde lit du feel-good book, mais c'est une catégorie qui est très floue, mais les gens ne le définissent pas nécessairement comme ça, quoi. C'est pas la clé d'entrée du lecteur. D'accord. Oui, parce que c'est parce que c'est trop large. Ouais. Le feel-good, c'est l'archétype du... Par exemple, on a beaucoup classé Delacour en feel-good. Les livres de Grégoire Delacour sont assez désespérés. L'écrivain de la famille ou la liste de mes envies, c'est des bouquins assez désespérés. Et quand pourquoi même. on les a classés comme ça, alors ? Argument marketing qu'a pris, mais tant mieux d'ailleurs pour Grégoire Delacour et pour la thèse, mais la liste de mes envies, enfin, je rappelle quand même comment ça termine. Elle est seule avec un homme qu'elle n'aime pas. Les 2 seuls amis qu'elle a, elle leur a offert une mini, et l'homme qu'elle aimait s'est suicidé en lui rendant tout l'argent qu'elle avait. Donc, en termes de feel good, oui, c'est un spoil. Il faudra préciser spoiler à l'entrée. Attention, spoiler. En termes de feel good, il y a quand même beaucoup mieux. Non, c'est un argument marketing, feel good. On peut dire à la limite que Les 3 Mousquetaires est un feel good, si on va par là. Voilà, donc non.
quand la niche est trop large, elle perd son effet de niche. C'est bien le principe. C'est pareil en romance. Dire la romance horrifique ou le mommy porn, c'est deux choses très différentes. Entre Twilight et 50 Shades, il y a quand même un monde. Tout à fait. Et pourtant, les deux sont classés en new romance, mais c'est pas du tout les mêmes livres. Oui, mais on s'aperçoit que ces niches fonctionnent. Au sein du Livre de Paris, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des auteurs devant lesquels il y avait des générations de gens de 20 à 30 ans, 15 à 30 ans, et je ne connaissais pas les noms des auteurs. C'est là où c'était la première fois de ma vie. C'est-à-dire que c'était pas seulement les avoir lus, je ne connaissais même pas leurs noms, je ne savais même pas qu'ils existaient dans le paysage éditorial. Donc il se passe quelque chose qui échappe globalement, complètement au paysage éditorial représenté par la grande presse, etc. Ça me paraît évident. Et côté Babelio, je veux dire le fait qu'il y ait toutes ces communautés de niches sur des sujets très précis, etc. On disait tout à l'heure que ça pourrait être intéressant pour les libraires finalement d'apprendre à se spécialiser dans certaines niches, et Babelio, ça pourrait être un outil pour les libraires aussi. Est-ce que les libraires est-ce que vous savez s'ils utilisent Babelio pour... Babelio n'est pas conçu, on n'a pas un service dédié pour les libraires. On a quand même des retours de libraires et de bibliothécaires, d'ailleurs, qui l'utilisent pour de la prescription dans des genres qui, justement, échappent à la presse. Alors, soit du genre type, effectivement, romance, imaginaire, encore une partie du polar, malgré tout, même s'il y en a de plus en plus dans la presse, et singulièrement la jeunesse, par exemple, la littérature jeunesse, qui est un genre qui est ultra mal couvert par la prescription traditionnelle. Et donc, très souvent, on a des retours de libraires qui disent « Oui, moi, je l'utilise pour vérifier, parce qu'on me parle d'un bouquin, et je vais regarder, j'ai 3, 4, 5, 10 critiques de lecteurs pour me faire une idée, pour savoir si c'est quelque chose que je vais... » Alors, ils ne vont pas se fier aveuglément aux critiques des lecteurs pour faire leur boulot de libraire prescripteur, mais en tout cas, s'y intéresser, le lire eux-mêmes et éventuellement le prescrire derrière. Donc ça, c'est un usage qu'on ne constate pas, nous, statistiquement sur Babelio, puisque pour nous, c'est des visites exactement comme celles des lecteurs, mais plus des retours empiriques qu'on peut avoir de libraires ou de bibliothécaires dans leur usage du site. Oui, parce que vous proposez un service pour les bibliothèques aussi. Babelio se décline en base de données pour les bibliothèques. Oui, on travaille avec les bibliothèques, effectivement, sur la partie enrichissement de catalogue, où on leur propose d'enrichir les notices de leur site internet à elles, pour avoir un peu plus d'infos que juste le livre est en rayon ou pas, mais avoir aussi des critiques de lecteurs, des citations, des mots-clés, des vidéos, etc. D'accord. Et donc, sur Babelio, vous affichez quelques liens d'affiliation, et les ventes issues de ces liens représentent une petite partie de votre chiffre d'affaires, mais pas la majeure partie. Donc, c'est stratégique pour vous, le fait de ne pas trop mettre les pieds dans la commercialisation pour justement garder cette figure d'intermédiaire désintéressé. Alors, nous, on est de toute façon, effectivement, on n'a pas du tout vocation à être libraire. Comme disait Vincent tout à l'heure, le libraire de quartier, il va évidemment pas aller rivaliser avec les GAFA, et nous non plus. Donc, on n'a aucune envie d'aller se frotter à ces gens-là et à s'y casser les dents. Le premier constat, c'est le même que vous faisiez en reprenant l'étude du SLF, c'est-à-dire que nous, quand on interroge nos lecteurs, qui sont des grands lecteurs, la particularité des inscrits de Babelio, c'est qu'il y en a 95% qui lisent au minimum un livre par mois, et beaucoup plus pour le cœur de communauté. Ces gens-là sont des gens qui boivent à multiples sources. C'est d'ailleurs pas parce qu'ils sont connectés sur Babelio qu'ils surachètent spécifiquement en ligne. C'est des gens qui achètent en ligne, qui ont leur libraire auquel ils sont fidèles, mais qui vont aussi acheter en occasion, qui vont emprunter en bibliothèque, qui vont se prêter beaucoup de livres entre eux. Donc, il y a une consommation qui est extrêmement multiple chez ces gens-là. Et ce qu'on constate, c'est que les gens viennent chez nous pas pour acheter, ils viennent pour chercher un conseil. Alors, parfois, ça transforme, et ils vont effectivement cliquer sur le lien. Alors, nous, on travaille aussi bien avec des libraires indépendants qu'avec des groupes plus intégrés en affiliation. Mais avant tout, ils viennent chercher de l'information, et puis ils vont l'acheter plus tard, ou l'emprunter, ou l'ajouter à leur liste à lire chez nous pour l'acheter dans un second temps, ou attendre la sortie poche. On n'est pas du tout... C'est un service additionnel. C'est perçu comme ça, en disant tiens, c'est un petit plus. De la même manière que Allociné n'est pas un site de vente de places de cinéma. Effectivement, on peut réserver ses places de cinéma sur Allociné. Moi, je le fais pas. Il y a peut-être des gens qui le font, mais en tout cas, c'est loin d'être le cœur du modèle d'Allociné. Et pour nous, c'est un peu pareil. D'accord, ok. Donc, j'ai le mot de la fin, parce qu'on est presque à la fin de Caps Lock. Donc, j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Quel rapport entretenez-vous avec les réseaux sociaux, personnellement, Vincent? Moi, j'ai une grosse utilisation de Twitter. C'est le seul. Parce que pas d'Instagram, pas de Facebook. Alors Facebook, j'ai fermé il y a quelques années pour les raisons qui ressortent aujourd'hui, c'est-à-dire trop de publicité et de moins en moins de liberté par rapport à l'utilisation que je pouvais faire de Facebook.
Et puis aussi par ailleurs, parce que j'en pouvais plus des gens qui faisaient leur autopromotion sur Facebook. Il me reste Twitter, qui a été longtemps un fil AFP magnifique, qui devient progressivement un déferloir de frustration et de détestation, qui me fait vraiment me poser la question, est-ce que je suis obligé de m'infliger, mais il faudrait jamais lire les commentaires, c'est toujours le même principe, est-ce que je suis obligé de m'infliger ce déferlement de haine? Je suis pas certain, mais en même temps, j'ai pas forcément l'âge, je suis pas un digital native, je suis pas forcément la cible. Je crois encore beaucoup en la vie privée, l'intimité, la liberté de penser seul et la liberté de penser contre soi-même. Je suis pas certain que les réseaux sociaux facilitent ça, mais je veux pas en dire du mal. C'est des outils magnifiques pour qui sait les utiliser. Je pense que moi, j'arrive au bout de mes capacités d'utilisation de ces réseaux-là et que je me pose franchement la question d'y rester ou pas. J'en sais rien. En tous les cas, je n'ai que Twitter. D'accord. Le CNL, lui, c'est normal, c'est une institution. Il a un site Facebook, il a Twitter, il a Instagram, et je pousse pour qu'il soit encore plus en avant parce que mon enjeu de créer une nation de lecteurs, enfin de contribuer, en tous les cas modestement, à la création d'une nation de lecteurs, il passe par l'utilisation d'outils qui sont évidemment les outils de mes enfants, et donc je pense de tous les jeunes. Et si on rate ça, on se trompe complètement. Pour moi, à titre personnel, je pense que j'arrive au bout, progressivement, difficilement, d'une dépendance aux réseaux sociaux. D'accord. Et vous, Guillaume ? Moi, je suis quand même assez connecté. Alors, les années passant, de moins en moins actif en publication, en tout cas, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. Alors, je suis pas sur Snapchat, un peu trop vieux. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. J'ai eu un peu de mal aussi. Et après, je suis beaucoup connecté sur les comptes de Babelio, parce qu'effectivement, j'ai une étude, moi, quotidienne. Je regarde plus l'Instagram de Babelio que mon compte Instagram à moi, le compte Twitter de Babelio. Mais pour nous, effectivement, c'est des enjeux de communication importants. Et donc, c'est finalement j'ai plus publié sous la casquette Babelio que sous ma casquette personnelle. D'accord. Donc, si jamais vous envoyez un tweet à Babelio, ce sera peut-être Guillaume qui vous répondra. C'est possible. Caps Lock, donc c'est fini pour aujourd'hui. Vincent Monadé, Guillaume Tesser, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu participer au 3e épisode de notre podcast sur les métiers du livre pour parler des nouveaux modes de recommandation autour du livre et comment ils évoluent. Ça m'a fait très plaisir de vous accueillir. Merci aussi à tous nos auditeurs. Donc, vous pouvez nous suivre sur nos comptes Twitter et Facebook @podcapslock et vous abonner à notre chaîne YouTube, sur iTunes ou bien en ajoutant notre flux RSS sur votre application de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines émissions. Tous nos liens seront affichés sur le blog de 7switch. L'adresse c'est blog.7switch.com. On affichera aussi tous les liens de nos invités. On se donne rendez-vous le mois prochain dans Caps Lock. À bientôt.